Bonsoir à tous. Alors, Monseigneur, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, chers confrères, Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons parler de l'acte de transmettre. Et cette soirée, vous le savez, s'inscrit dans le cadre de la 16e édition du cycle Droit, Liberté et Foi. Alors, ce cycle a été créé, je le rappelle, par le cardinal Lustiger, par messieurs les bâtonniers Henri Adair et Georges Flécheux. Et ce cycle résulte d'un partenariat qui existe maintenant depuis longtemps, conclu entre l'archevêché de Paris et le barreau de Paris. C'est un cycle qui est à la croisée des chemins. Nous sommes ici effectivement au carrefour de la religion, de la morale et aussi du droit. Et l'incidence du droit, l'omniprésence du droit sur les grandes questions qui agitent notre monde, notre société. Et nous le savons, ce sont autant de principes fondamentaux qui doivent ici coexister. Mes prédécesseurs ont abordé les sujets de la transmission des valeurs, les enjeux théologiques et juridiques. Ils ont également abordé la question de la transmission et de la famille. Et ce soir, toujours sous ce thème de la transmission de la mémoire, nous allons aborder cette thématique sous un angle différent, puisque ça va être l'angle des perspectives économiques, et puis sous l'angle du numérique, puisque nous sommes dans cette société du numérique, dans cet environnement du numérique qui fait de nous des acteurs de cette société du numérique. Les thèmes abordés le sont sous une forme interrogative. La transmission de la mémoire est-elle en péril? C'est de cela qu'il faut parler. Notre société, nous le savons, subit des bouleversements profonds qui sont liés à une crise économique dont on nous parle abondamment, une crise financière qui fragilise tout, qui fragilise les individus, qui fragilise la société dans laquelle nous vivons, qui génère une précarité, qui génère la solitude, la difficulté de communiquer avec autrui, d'échanger. Et dans ce contexte, la hiérarchie des valeurs, des traditions sont à reconsidérer face à une mondialisation. Face aux réformes qui ont trait aux lois récentes sur le mariage, l'adoption, la bioéthique, la place des femmes dans la société, les sujets sont pléthores et incitent à cette réflexion et cette remise en cause. Alors, dans quelques instants, vous l'avez compris, nous allons réfléchir ensemble à la transmission de la mémoire à l'ère du numérique. Je vous parle d'une transmission qui est nécessairement complexe, qui met en cause des fondamentaux, comme par exemple le devoir de mémoire, le droit à l'oubli dont on parle. Et si le droit à l'oubli a tant de mal à s'imposer, c'est qu'il y a de vraies raisons, de sérieuses raisons. La liberté d'expression, qui devient le prétexte parfois à tout. L'atteinte à l'intégrité également des individus face au flux et au stockage des données personnelles, ce déshabillage numérique qui concerne chacun de nous. Et il nous appartient bien sûr de comprendre les mutations dont nous sommes l'objet. Il nous appartient également de les apprivoiser, de nous les approprier. Et tout cela en regardant toujours vers l'avenir et sans jamais perdre de vue l'importance de la mémoire qui constitue un socle nécessaire, un socle qui est indestructible. Et il nous appartient à nous, à chacun de nous, à chaque personne, vraiment, de préserver ce pont, de préserver ce passage, de préserver ce lien entre le passé et aujourd'hui et le futur.
Ce lien qui permet d'installer cette transition qui est nécessaire à la construction de la société dans laquelle nous vivons. Alors nous sommes, et cela vous l'avez compris, nous sommes tout à la fois les gardiens de la mémoire. Nous sommes tenus ici d'être aussi les précurseurs du futur. Alors quelles sont les questions auxquelles nous sommes invités à réfléchir? N'y a-t-il pas une sorte de démission de l'acte de transmettre par rapport à l'autonomie du sujet? Première question. Comment cette remise en cause de la transmission s'applique-t-elle au niveau de la vie économique? Deuxième question. Quelle est la place du droit dans cette remise en cause de la tradition? La filiation biologique et la filiation sociale se reconsidèrent. Et puis, la transmission des valeurs économiques et industrielles est remise en cause par la mondialisation. Enfin, le numérique ne menace-t-il pas la survie de la mémoire contemporaine? Voilà les grands axes de cette réflexion proposée à l'occasion de ce 16e cycle Droit, Liberté et Foi 2013. Avant d'entamer cette soirée qui connaîtra 3 temps, je voudrais remercier le cardinal André XXIII, je voudrais également remercier Monseigneur Beau, ainsi que vous, Madame Grodhomme-Lulin, et vous, Monsieur Rollier, Michel Rollier, qui allait intervenir à mes côtés. Alors, un mot de présentation pour vous, Madame Grodhomme-Lulin. Vous êtes directeur général de Paradigme, etc., société d'études et de conseil, qui est consacrée, et c'est le thème de ce soir, à l'innovation, à la prospective. Vous avez commencé votre carrière dans la fonction publique, l'inspection des finances, puis vous avez été administrateur de différentes sociétés cotées en bourse. Vous avez siégé dans différentes commissions gouvernementales, et puis vous consacrez une grande partie de votre temps à l'enseignement, que vous allez nous faire partager ce soir. Je rappellerai que vous participez au pôle d'études et de recherche du Collège des Bernardins. Quant à vous, Monsieur Michel Rollier, je rappellerai que vous êtes diplômé de Sciences Po, la section service public, et vous avez débuté votre carrière au sein d'une société, au CEDA RE, qui est une société qui n'existe plus, sauf erreur de ma part, mais par la suite, vous avez rejoint la Compagnie Générale des Établissements Michelin, une très belle marque, et vous avez été administrateur de différentes sociétés, et aujourd'hui, vous êtes président du conseil de surveillance du groupe Somfy et également de Michelin. Je propose, avant de vous donner respectivement la parole, de tracer les grandes lignes, justement, de cette question de la transmission est-elle aujourd'hui en crise dans l'entreprise? Et j'ai envie de vous dire, en commençant mon propos, j'ai envie de vous dire qu'au commencement était le Verbe. Et le Verbe était en Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et selon les traductions, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et si je me permets de commencer mon propos par ces 2 traductions du prologue de l'Évangile, eh bien, c'est pour insister sur un point. C'est que dans le passé, l'homme transmettait son savoir directement, de manière orale. C'était le Verbe. C'était le Verbe qui permettait et qui offrait cette possibilité de transmission. Et puis, pour transmettre ce savoir dans cette tradition orale qui a existé pendant plusieurs siècles, il était nécessaire d'opérer, pour bien comprendre, des répétitions. C'était la répétition qui était destinée à favoriser la mémorisation. Vous pouvez le dire de différentes manières, mais cette répétition était nécessaire pour que le message parvienne
jusqu'à celui qui était destinataire de cette transmission. Et cela, bien sûr, nécessitait un effort constant, un effort lent, un effort coûteux en temps, puisqu'il fallait tout simplement répéter. Et cela nécessitait aussi un véritable engagement de la part de celui qui avait décidé de transmettre. Et pas seulement de celui d'ailleurs qui voulait le donner, il fallait un effort aussi de la part de celui qui réceptionnait l'information et qui était décidé à acquérir ce savoir, à enrichir son savoir. Et si certaines traditions orales sont toujours de mise dans certaines formes de transmission plus particulièrement religieuses, eh bien l'homme, dans son désir de transmettre, s'est assez vite rendu compte que bien tout cela avait des limites, que la tradition orale ne suffisait pas. La tradition orale dépendait directement de la mémoire du gardien du savoir. Et celui-ci pouvait mourir sans avoir transmis son savoir, ou alors il pouvait le transmettre de manière insuffisante, il pouvait perdre, on pouvait donc perdre une partie de ce savoir. L'oralité était dangereuse, elle était forcément limitée. Et puis, en plus, de génération en génération, on voit bien comment les choses se passaient. Eh bien, on perdait des bouts, on transformait des bouts d'informations, la transmission se transformait, se déformait, parfois jusqu'à perdre le sens originel. Donc, on était bien, et lorsqu'on est dans la tradition orale, on est bien dans la dégradation de l'information qui peut aller jusqu'à disparaître. Très naturellement, je vous conduis à l'écriture, bien sûr. L'apparition de l'écriture a permis de fixer les choses de façon durable et a proposé finalement une solution qui permettait, qui offrait la possibilité d'une diffusion plus large. Et les techniques, vous les connaissez, elles ont vu le jour. Vous avez les Assyriens avec les tablettes d'argile, vous avez les Égyptiens avec les rouleaux de papyrus. Je peux vous parler aussi des Chinois avec les livres de bois et de soie. On voit bien que tous les supports ont pu exister, ont pu s'enchaîner dans le temps. Vous avez les parchemins des Romains qui ont eu recours aux livres sous la forme des tablettes, ou encore il y avait la possibilité de figer le savoir par l'écriture avec un seul but, qui était de préserver la mémoire de l'humanité à travers ses écrits. Et là, on voit bien que s'inscrivait déjà une notion importante, celle de la mémoire commune, puisqu'on n'était plus dans ce dialogue de l'oralité, on était dans un écrit qui lui-même pouvait être diffusé et transmis sans cette dégradation que j'évoquais il y a quelques instants. Rappelez-vous tout simplement la bibliothèque d'Alexandrie. Et puis, après l'écriture, eh bien, on voit apparaître l'imprimerie. Les moines copistes, par exemple, qui passaient des journées entières à reproduire des enluminures, qui rendaient d'ailleurs le livre tellement précieux que plus personne n'allait le lire. Mais on inscrivait la mémoire. Donc après l'écriture vient l'imprimerie, sans oublier ici qu'en Asie, vous avez eu plus d'un million de textes bouddhistes chinois qui ont été imprimés sur l'ordre de l'impératrice Koken entre 764 et 770 par le procédé de xylographie, soit nous sommes presque un millénaire avant Gutenberg. Alors, quand on a dit ça, quand on passe de l'oralité à l'écriture, à l'imprimerie, eh bien, aujourd'hui, je vous parle de l'ère numérique. Aujourd'hui, nous sommes dans une évolution qui concerne le stockage. Le stockage du savoir, le stockage de la transmission, nous sommes à l'ère du numérique. Et ces technologies, c'est une révolution, mais considérable. C'est une révolution qui bouleverse toute la société,
qui bouleverse la transmission du savoir et de l'information. Et nous sommes passés du patrimoine matériel au patrimoine immatériel, nous sommes passés au patrimoine informationnel. Informationnel. Et ce qui est le plus significatif dans ce passage de la tradition orale à cette tradition du numérique à laquelle je vous invite, eh bien, c'est la notion du temps. Vous avez bien vu qu'il y avait un rythme dans l'oralité, dans l'écriture, dans la lecture de cette écriture. Et là, dans l'ère du numérique, eh bien, le temps devient un élément central. Intrinsèquement, on le sait, l'homme a toujours cherché à améliorer son savoir. Et je l'ai dit, je le redis, sans jamais renier son passé, et toujours en inscrivant cela en lien avec l'histoire, avec ce passé, avec aussi un objectif qui est de maîtriser son avenir, de maîtriser le mieux possible, mais il y a cette intention qu'il ne faut pas perdre de vue. Et là, on peut arriver à une sorte de, peut-être de contradiction, parce que on peut se dire que dans la transmission orale, eh bien, on maîtrise mieux la transmission. On la maîtrise mieux tout simplement parce qu'on choisit ce qu'on va transmettre par voie orale. Je ne vais vous transmettre que ce que j'ai envie de vous transmettre, avec toujours cette lenteur que j'ai évoquée, avec toujours ce risque de déperdition, mais moi, je contrôle ce que j'ai à vous dire. Aujourd'hui, on estime que quotidiennement, ce sont 40 pétaoctets qui transitent sur le web. Ce qui représente, je ne vais pas me lancer sur un chiffre hasardeux, mais plusieurs milliards de livres. On est sur une quantité phénoménale de mémoire concentrée dans cette ère du numérique. Nous créons, grâce à l'ère du numérique, une mémoire éléphantesque, une mémoire d'éléphant, une formidable mémoire d'éléphant qui n'a jamais été atteinte auparavant, à un niveau de capacité qui n'a jamais été atteint précédemment, et avec toujours cette donnée incroyable du temps, de l'unité de temps. Alors, nous avons créé une nouvelle forme de communication. C'est ça, l'ère numérique. Prenez Twitter. Alors, je vous donne quelques chiffres. En août dernier, grâce à une série japonaise très populaire qui s'appelle Laputa, Castle in the Sky, on a atteint un nombre astronomique de 143 199 tweets par seconde pour commenter cette émission. À titre de comparaison, je peux vous indiquer que le réseau social ne compte en temps normal que 500 millions de tweets par jour. On est sur une moyenne de 5700 tweets par personne. La moyenne est de plus de 140 millions de tweets par jour. Et toujours par jour, nous avons plus de 500 000 comptes utilisateurs qui sont créés sur Twitter. Voilà ce que nous sommes en train de créer. Et les utilisateurs sont en hausse de plus de 220% sur ce mode numérique d'échange. Et puis, ça ne vous étonnera pas, Twitter qui employait 8 personnes en janvier 2008, en occupe aujourd'hui plusieurs centaines. C'est une société qui se développe à toute allure, mais c'est directement lié à cela. Et Facebook atteint aujourd'hui le chiffre de 1,15 milliard d'utilisateurs. Donc des chiffres astronomiques qui donnent le vertige, surtout lorsque vous imaginez la quantité d'informations que tout cela recèle. Donc aujourd'hui, je reviens à cette notion de temps, c'est à une vitesse absolument ahurissante qu'on peut transmettre n'importe quoi, une photo, une vidéo, une information d'un bout à l'autre de la planète. Et toutes ces données, en temps réel, accroissent cette mémoire d'éléphant, puisqu'on sait dans le même temps que rien ne se perd sur Internet. Alors cette mémoire qui devient universelle est accessible pratiquement au même moment en tout endroit de la planète par tous ceux qui veulent se connecter. Avec l'ère numérique, eh bien, la conséquence, c'est
qu'on arrive exactement au contraire de ce que j'indiquais il y a un instant. Dans l'oralité, je contrôle ce que je vous dis. Dès lors que je confie à l'ère du numérique une donnée, je perds le contrôle. L'information contrôlée, on est passé d'une information contrôlée par un sachant à une information plurielle qui échappe au sachant, qui nous échappe totalement. Une information qui, dans le même temps, va se partager et va venir enrichir la mémoire collective. On est dans le paradoxe. On est dans cette situation étonnante où le numérique crée cette mémoire universelle, favorise la transmission, et dans le même temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est attention à la perte de ce contrôle. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on va chez son médecin, hier, il était l'unique détenteur du savoir. Aujourd'hui, vous allez voir votre médecin en ayant fait parfois votre propre diagnostic et vous confrontez votre diagnostic avec ce que va vous dire le médecin. Voilà ce à quoi on arrive aujourd'hui avec la transmission du savoir via Internet. Donc avec Internet, la relation du sachant au non-sachant se trouve transformée et là, on assiste à une vraie révolution et sans doute à l'un des bouleversements les plus importants qui ait jamais existé dès lors que l'on parle de transmission. Hier, je pouvais ne pas savoir quelle était la date de la mort de Molière. Aujourd'hui, mais en quelques secondes, je maîtrise cette information. N'importe qui d'entre vous, en cliquant sur un moteur de recherche, en tapant Molière, va immédiatement tomber sur la réponse. Et cela, quel que soit le domaine, à tout moment, sur n'importe quelle question, 24 heures par jour. Nous avons donc un accès à l'information, nous avons accès à la culture générale, nous avons une sorte de démocratisation du savoir grâce à la transmission de l'ère numérique. Et ce que je vous dis est vrai dans tous les domaines, les mathématiques, l'histoire, la littérature, la santé, le droit. Alors, est-ce que la transmission est en crise? Parce que c'est de ça que l'on parle. Et je vais vous faire une réponse de Normand, je vais vous dire à la fois oui et à la fois non. Oui, pourquoi? Par le fait que ces nouvelles technologies peuvent nous éloigner les uns des autres. Aujourd'hui, on peut constater qu'il n'y a plus l'effort forcément d'échanger, de confronter des idées. Chacun va aller se nourrir, puiser dans cette information collective, se nourrir de ce qu'il a envie de retenir, prendra des bribes de tout cela, en fera sa propre cuisine et va utiliser comme il le veut cette information. Il n'y aura pas de dialogue. Tous les regards et toutes les actions vont converger vers cette mémoire pour reprendre à la mémoire. Donc la transmission va passer par cette masse d'informations où on va pouvoir aller se servir. Au moment où je vous dis ça, j'ai envie d'évoquer Jean Cocteau, 1930. Il a écrit La Voix humaine. Vous savez, cette pièce qui décrit la rupture amoureuse d'une femme. Elle est seule en scène et elle téléphone à son amant. C'est ça, la pièce. Et en fait, le téléphone, pour Jean Cocteau, constituait une invention qui, loin de favoriser le rapprochement entre les êtres, les éloignait déjà les uns des autres. Il disait que le téléphone distanciait, faisait perdre l'émotion qui existe dans le contact que l'on a, dans le dialogue qu'on instaure lorsqu'on se regarde les uns les autres. Parce qu'il y a des choses qui passent à travers le regard, à travers les expressions, à travers les signes et les mouvements que l'on fait. Alors, que dirait Jean Cocteau aujourd'hui s'il était confronté à ces milliards de textos? Que dirait-il devant ces milliards de mails échangés tous les jours? Il remarquerait les fautes d'orthographe, c'est certain. Mais que dirait-il avec chacun derrière sa petite fenêtre d'ordinateur ou encore sa plus petite fenêtre de iPhone, de smartphone, de ce que vous voulez? On est là, rivés, ici, et c'est comme cela qu'on transmet aujourd'hui.
Et dans l'entreprise, vous l'avez remarqué, dans tous ces bureaux mitoyens qui communiquent par mail, personne ne va sortir dans le couloir pour proposer un café et aller échanger. Non, on va se donner rendez-vous dans la salle de réunion au bout du couloir en échangeant des mails. Il n'y a plus l'effort du face-à-face, c'est l'échange numérique qui est au cœur de la transmission. Et paradoxalement, eh bien, on peut se rencontrer sur Internet. Les succès de certains sites démontrent que les rencontres se font sur Internet puisqu'on peut tomber amoureux par Internet. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans une autre forme de carnaval dans lequel on peut se travestir numériquement, une sorte de masque d'internaute, une sorte d'affichage, un masque virtuel? Est-ce que nous ne sommes pas ici à l'aube de la naissance d'un nouveau mythe? Roland Barthes, qui est acteur majeur, vous le savez, de la discipline des sciences de l'information et de la communication, avait un regard neuf et moderne sur l'appropriation des mythes contemporains que sont la publicité, la mode, la presse. Et on peut s'interroger sur le regard qu'il aurait porté sur cette ère du numérique. Et je voudrais vous citer ce qu'il écrit. Il écrit « Dans la perception, l'image et l'écrit ne sollicitent pas le même type de conscience. Peut-on spéculer sur sa pensée? Moi, je me permets de le faire avec vous ce soir en vous disant que je pense que Internet, l'ère du numérique, modifie notre type de conscience et impacte de manière importante la transmission du savoir. Et quand on parle de conscience, cette prise de conscience, on parle forcément de valeur. Et si nous prenons ce chemin de pensée, j'ai envie de vous dire, est-ce que ce ne sont pas aussi nos valeurs qui sont en crise? Que devient des mots comme le signifiant, comme le signifié, à l'ère de l'Internet? Que deviennent-ils? Alors, au moment où je vous dis cela, on est aussi en droit de se poser des questions. Qu'est-ce que la transmission numérique nous apporte? Ou encore, qu'est-ce que la transmission numérique transforme? Et moi, j'ai envie de vous dire tout. Tout. T-O-U-T. Tout. Et on comprend bien le sens de ces mots, révolution numérique, révolution de nos échanges, révolution de la transmission, révolution du savoir, parce que, en synthèse, on peut dire qu'avec l'ère du numérique, aujourd'hui, on peut communiquer, se transmettre sans se rencontrer. Et ça c'est une révolution, parce que ça ne s'était jamais fait auparavant. Alors, bien sûr, certains, les détracteurs, les opposants, tous ceux qui ne seront pas d'accord, auront envie de dire, eh bien, le livre, c'était déjà le cas. Mais le livre imprimé, bien sûr, était une révolution. C'était déjà une révolution. Moi, je vous parle d'une nouvelle révolution, la révolution de l'ère numérique. Alors, si l'on parle de l'entreprise, dans laquelle cette révolution de l'information, de la transmission, transforme nos échanges, on ne communique donc plus que par mail, eh bien, on note des situations étonnantes. J'ai écrit mon mail à mon collègue de travail, je me suis débarrassée d'une information sans me préoccuper d'une mise en forme de style adéquate. Celui qui le lit n'a qu'à se débrouiller, peu importe l'orthographe, peu importe le style, peu importe la grammaire. On est bien dans une espèce de délégation poubelle. Je transmets, je ne m'intéresse pas au contenu, je ne m'intéresse pas à la forme, je ne m'intéresse plus à l'orthographe. Pire encore, lorsqu'on vous parle du langage des textos, le LOL, MDR, on entre dans une communauté de sigles, un nouveau langage, et l'on apparaît très vite ringard quand on ne sait pas à quoi ça correspond, mais je suis sûre que vous savez à quoi correspond LOL. Et n'y a-t-il pas un désengagement de la qualité de la transmission de l'information? Ne touchons-nous pas, sans vouloir apparaître à vos yeux ici comme une rigoriste, à des valeurs comme le respect de l'autre, tout simplement? N'y a-t-il pas un désengagement émotionnel
parce que transmettre un mail fait gagner du temps. Donc, je ne rencontre là pas la personne, je contourne l'échange oral. Hier, on allait chercher l'information. Hier, on était capable d'aller au cinéma ensemble et d'en parler après. Ou bien parfois même, on attendait le journal du soir pour pouvoir échanger et recueillir cette information. Aujourd'hui, nos téléphones sont là. Nous recevons l'information instantanément, individuellement. Et nous sommes en présence des accros du texto, les accros des doudous électroniques. Nous sommes dans une société d'autistes qui se mettent en place. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les réunions dans les entreprises, le premier geste consiste à dégainer son smartphone et le mettre sur la table. On n'est pas très loin de ces flingues qu'on composés, et surtout lorsqu'on compare, on se compare les uns et les autres. Donc nous sommes, d'une certaine manière, revenus au temps du Far West, et chacun d'en profiter pour se jauger, s'évaluer, se comparer. Et puis, on peut se poser aussi la question, quand on parle de ces transmissions, je parlais des transmissions de valeurs, que deviennent les codes de politesse sur l'utilisation de ces outils? Est-ce qu'il n'y a pas le syndrome de vouloir démontrer qu'on est indispensable, qu'on doit pouvoir être joint impérativement à chaque moment? Ces sonneries, ces vibrations qui interviennent au milieu des réunions et qui viennent ici déconnecter. On voit le nombre de personnes qui font deux choses en même temps, qui suivent une conversation par mail en même temps qu'une réunion. Que dire des professeurs qui voient une armée d'élèves cachés derrière leurs écrans pendant qu'ils parlent et qui s'expriment? Donc, nous sommes dans une génération où, effectivement, on peut avoir le nez dans son iPhone au milieu d'une réunion. Donc, tout ça influe sur la communication au sein de l'entreprise, forcément. Alors oui, sur un plan individuel, sur le plan de la communication, sur le transfert de l'information, je suis tentée de vous dire que l'entreprise est en crise car elle engendre une déperdition de la relation humaine. Et puis, dans l'entreprise, en transmettant les informations sur, par exemple, les modèles, les marques, les secrets de fabrique, eh bien, on se dessaisit. On perd le contrôle, bien sûr, on partage le savoir, mais en même temps, et on le sait bien, c'est là que l'on perd la maîtrise de l'information qui va rejoindre cette masse d'informations globale qui n'est pas nécessairement hiérarchisée au sein de l'entreprise et qui va conduire au risque de dilution et à la menace qui pèse sur les entreprises. Donc, en faisant référence à la transmission orale qui capte le regard de l'autre, qui force le contact avec l'autre, eh bien, le transmetteur numérique n'a en écho que qu'un écran, qui n'a aucune mesure ni aucune portée en ce qui concerne l'information elle-même. Alors, il est bien évidemment question de ce regard, parce que si un enfant communique avec plein d'amis numériques, eh bien, on sait qu'il est possible qu'il n'ait aucun ami réel. On le sait. Et il y a à la fois donc ce partage et cet isolement. Et toujours, paradoxalement, les plus gros utilisateurs internautes, eh bien, vous le constaterez, n'ont pas beaucoup d'amis. Alors, bien sûr, ils ont des amis virtuels sur les réseaux, mais on voit bien ici surgir des comportements de mal-être liés à toutes ces nouvelles technologies. Et là encore, je voudrais souligner un autre paradoxe. Les chercheurs qui travaillent d'une manière isolée travaillent aujourd'hui en mode collaboratif. Partager la recherche, travailler dans ces réseaux collaboratifs font partie du dispositif aujourd'hui. Mais dans le même temps, un chercheur de l'entreprise, en partageant ses recherches avec d'autres, crée le risque pour l'entreprise de perdre la recherche. Voilà un risque nouveau. Voilà la transmission au sein de l'entreprise menacée par le numérique. Alors, est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Je n'ai pas de réponse claire parce que forcément, il faut analyser les différentes situations pour
pouvoir apporter plusieurs réponses et on sait qu'on peut partager le bien comme le mal. Demain, libre de droit, Mein Kampf peut se trouver diffusé, multiplié. Internet peut donner tous les secrets de fabrication d'une bombe artisanale, peut donner toute l'information qu'il veut pour les jeunes, pour apprendre par exemple à se suicider ou à se fournir toutes les drogues. Ce n'est pas un bien, tout cela. C'est un mal. C'est pourtant de la transmission. C'est de la transmission qui est donnée, c'est de la transmission partagée. Alors, il y a du bon aussi, il y a du mauvais, partout. À nous de faire le tri. Et les risques, la seule chose vraiment importante en termes de révolution, eh bien, c'est que les risques sont exponentiels. Parce que Internet, qui permet l'accès à toutes les informations culturelles, techniques, scientifiques, tout ce qu'on veut, mais nous le savons, cette information peut être démoniaque et on sait qu'elle peut être détournée de sa finalité. On sait qu'une recette scientifique peut être utilisée à dessein pour construire des bombes. On le sait. Donc, il ne faut pas oublier de surcroît que non seulement cette information transmise peut être mal utilisée, mais on sait que l'entreprise est fragilisée par la facilité avec laquelle les informations et les données peuvent être copiées. Nous l'avons, l'exemple de la clé USB qui se suffit à elle-même pour s'accaparer la masse d'informations vitales, capitales pour la stratégie et le développement de l'entreprise. Nous le savons. Nous savons donc que cette transmission, de ce point de vue, peut être en crise, car la vraie difficulté, c'est de sécuriser l'information, c'est de la protéger, c'est de la contrôler. Et c'est dans le même temps de savoir comment construire une valeur informationnelle, la patrimonialiser, comment faire pour que l'entreprise puisse à la fois disposer de cette richesse informationnelle et dans le même temps la transmettre sans en perdre le contrôle et sans prendre de risques. Je suis aussi enclin à vous dire radicalement non, l'entreprise n'est pas en crise. Dans l'environnement numérique, on conserve toujours ce que l'on a transmis. Parce que dans l'environnement numérique, vous savez, le vol n'existe pas. Vous ne volez jamais une information. Parce que le vol, en droit, nous le savons, le vol, c'est la soustraction. J'ai un objet, je déplace l'objet, le premier n'a plus l'objet. Donc le vol, c'est la soustraction. Et dans l'environnement numérique, lorsque je vous transmets quelque chose, je conserve la chose. Donc il n'y a jamais de soustraction, il y a la notion de copillage. Et copillage, C-O-P-I-A-G-E, est très proche de du pillage, copillage. Et P-I-2-L-A-G-E. Donc on est dans un phénomène de miroir, une multitude de miroirs. La transmission ne se comprend que par cette transmission. Et là-dessus, il est important de s'attacher à ces clones qui s'inscrivent dans la répétition à l'infini. Et l'avocat que je suis ne peut que revenir à des notions de droit pour conclure, parce que l'environnement numérique a forcément créé des concepts. Vous savez très bien que dans l'environnement de la propriété intellectuelle, on a vu émerger de nouveaux concepts comme le téléchargement, le peer-to-peer, la licence libre. Je ne développerai pas tous ces concepts, mais on va bien constater qu'ici, on crée à travers le droit toute une nouvelle logique. Si l'on prend l'exemple simplement de la licence libre, on constate que le propriétaire d'une information, le propriétaire décide que ce qui lui revient, ce qui est à lui, ce qui est protégé par le droit d'auteur, par exemple, ne pourra être approprié par personne, ce qui ne lui retire pas son droit de propriété. Donc on voit émerger à travers toute cette nouvelle transmission au sein de l'environnement numérique, on voit émerger tous ces concepts et toute cette réflexion. Donc, de nouvelles notions, un nouvel environnement, un environnement où les choses se transforment et les choses s'enrichissent. Alors,
Quel est le principal apport de cette forme de transmission? Je peux vous parler de transparence, je peux vous parler de mutualisation, je peux vous parler d'enrichissement collectif, je peux vous parler aussi de vraies valeurs partagées. La notion de fair use, par exemple, qui est une notion américaine. La notion de fair use, c'est partager la recherche, c'est encourager la recherche, c'est faire en sorte qu'une idée ne soit jamais appropriée définitivement, mais puisse effectivement évoluer et se partager. Donc, faire émerger le plus possible une invention, faire en sorte que l'appropriation qui se referme sur une personne n'existe pas et que la collectivité s'enrichisse à travers cette transmission. Alors, peut-on tout transmettre? Évidemment non. Avant de tout transmettre, j'invite à une hiérarchisation, à une catégorisation de l'information, et cette fameuse mémoire d'éléphant à laquelle nous sommes confrontés dans l'ère numérique, eh bien, cette mémoire, il faut faire le tri. Il faut savoir à la fois prendre, comme je l'ai déjà indiqué, il faut savoir également protéger, il faut savoir faire attention, il faut également ne pas noyer et cacher à l'intérieur une mauvaise information, une information erronée, une information incomplète. Parce que la difficulté, c'est comment rétablir une bonne information. Et cela me conduit évidemment à ce dernier point qui est quid du droit à l'oubli. On le sait que en donnant toute cette information, rien ne se perd et nous savons que l'information transmise, on veut parfois la récupérer. Par exemple, une mauvaise image de soi, ne serait-ce que cela. La transmission, est-il possible de récupérer? Et le droit à l'oubli, il y a une légitimité à dire qu'il y a une mauvaise information qui a été transmise. Donc, obtenons de l'effacer. Et on sait que ceux qui ne sont pas favorables au droit à l'oubli, eh bien, là où ils peuvent avoir raison, c'est qu'il y a le devoir de mémoire. Et le devoir de mémoire, c'est ne pas réécrire l'histoire comme on a envie de l'écrire, mais de véritablement rester dans cette tradition de la transmission. Alors oui, la transmission en elle-même est en crise, mais dans la mesure où elle évolue, dans la mesure où elle se transforme, eh bien, nous vivons une sorte de crise d'adolescence actuellement. Elle n'est pas en crise du moment qu'on appréhende l'histoire au quotidien, à partir du moment où on est dans l'acte au quotidien. Mais il faut faire attention, il faut toujours faire attention parce que le numérique peut menacer la survie de la mémoire contemporaine. Vous l'avez compris, je ne peux pas vous répondre avec certitude, mais sur ce terrain-là, la transmission, c'est avant tout une révolution, c'est avant tout rester vigilant dans ce qu'on a envie de transmettre et aussi dans ce qu'on a envie de prendre et de recevoir. Un problème central de l'économie, c'est la valeur au sens de combien ça vaut. Donc ce que je vais essayer de montrer, c'est comment cette question de valeur est devenue extrêmement floue et évidemment rend très compliqué toutes les questions de transmission. Le deuxième sujet que j'essaierai d'aborder brièvement, c'est la stratégie. Parce que pour transmettre quelque chose, d'abord pour créer de la valeur, puis pour la transmettre, il faut qu'une entreprise ait une stratégie. Et c'est devenu très difficile, enfin c'est un art très particulier, de faire de la stratégie dans un environnement extrêmement incertain, qui est celui que nous connaissons. Et donc ça nécessite de penser très différemment. Et puis la troisième chose que j'essaierai de faire, c'est de me relier à la thématique du numérique, en montrant comment le numérique change complètement tout un ensemble de paramètres qu'on croyait acquis, comme la propriété, la liberté, la responsabilité. Le tout rapidement, je le promets. Alors, sur la valeur, le premier sujet en économie, pour transmettre quelque chose, il faudrait à peu près se mettre d'accord sur combien ça vaut. C'est pas si facile que ça. Alors l'actualité financière récente a pu nous le montrer, mais il y a une grande difficulté pour chacun d'entre nous dans la vie courante à savoir ce que valent les objets. Parce qu'il y a de la presse gratuite, du coup, quelle est la valeur d'un journal payant ? Parce qu'il y a des promotions, donc du coup, quelle est la vraie valeur du bien que je peux acheter en solde, mais le prix sur l'étiquette est différent. Si j'essaie de conceptualiser un peu tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion simple de la valeur qu'on avait, qui était le coût historique, ça vaut le temps que ça a pris de le fabriquer, les matériaux que ça a pris de le fabriquer. Cette valeur qui était très facile à transmettre, à expliquer, et puis qui était un étalon pour tout le monde,
a littéralement disparu de la vie économique. Pourquoi ? Parce que dans une économie concurrentielle, ce qui fait foi, ce n'est pas la valeur historique du bien que vous transmettez, c'est le prix de la meilleure alternative disponible sur le marché. Cette alternative a pu être fabriquée en Chine par des gens moins payés, elle peut être peut-être de moindre qualité sur certains aspects, mais satisfera vos besoins. On ne dit pas qu'elle est équivalente, néanmoins, ça va être ça l'étalon. La deuxième chose, c'est que non seulement notre économie est devenue furieusement concurrentielle, mais elle est devenue financiarisée. Alors la finance, c'est quoi ? C'est de la temporalité, c'est-à-dire ça consiste à transférer les excès d'épargne de personnes qui, à un moment, ont plus de revenus que de dépenses, à ceux qui, à l'inverse, ont pour le moment plus de dépenses que de revenus, typiquement des projets d'investissement, puis ils vont rembourser. Donc ça consiste à acheter du temps, soit à créer de l'épargne pour plus tard, soit à s'endetter pour un projet maintenant qui créera des revenus pour plus tard. Donc quand vous introduisez la temporalité dans cette notion de valeur, ça veut dire que la valeur d'un bien, quand vous la mesurez aujourd'hui, en fait, c'est un pari sur l'avenir. C'est comme ça qu'on calcule la valeur d'une entreprise, par exemple. On calcule la somme des revenus futurs qu'elle pourrait produire. Ou bien si vous jouez en bourse, quand vous achetez une action, c'est parce que vous avez un pari sur le fait que le cours va monter, par exemple. Donc le deuxième paramètre qui vient troubler la valeur, c'est qu'on ne raisonne plus jamais en valeur à un temps T, on raisonne en valeur projetée à un temps T plus 1. Là-dessus, on a un troisième paramètre qui s'ajoute, c'est que dans l'économie que nous connaissons et que vous avez décrite, une large part de la création de valeur vient d'actifs immatériels, les marques, la propriété intellectuelle, les brevets. Et tout ça, on ne sait pas le mesurer. En fait, comptablement, on le mesure par différence entre le prix que quelqu'un est prêt à payer et puis la somme des coûts historiques. Et ce qui reste, c'est réputé être la valeur de marque. Donc, en fait, on ne sait pas la mesurer. On peut essayer de l'estimer. Donc, troisième facteur d'incertitude. Et puis alors, pour couronner le tout, et je m'en arrêterai là, les comptables se sont dit, bon, cette situation d'incertitude est intolérable, ne peut pas durer. Nous allons donc adopter des nouvelles normes comptables, les fameuses normes IFRS, pour ceux d'entre vous qui apprécient ce genre de discipline, qui vont donner un étalon alors indiscutable. On va prendre la valeur de marché. Donc on ne va pas se demander s'il y a une alternative moins chère, si ce sera plus cher plus tard, combien ça vaut, etc. On va prendre la valeur de marché. Ce qui suppose évidemment l'existence de marchés pertinents et efficients. Et juste à ce moment-là, devinez quoi ? Il y a eu la crise de 2007. Et on s'est bien aperçu que les marchés n'étaient ni pertinents ni efficients dans tout un tas de compartiments. Donc il y a un très grand flou autour de cette notion de valeur dont vous voyez des répercussions de toute nature dans la vie économique. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont le sentiment que la hiérarchie des choses n'est pas où elle est, que tel travail est trop payé pour ce qu'il est, tel autre travail qui est socialement plus utile est moins payé, ou que tel bien, quand je le compare à tel autre, n'est pas à son juste prix, ou bien que le camembert que j'ai acheté 1,50 € la semaine dernière vaut 2,50 € cette semaine, c'est que je me suis fait avoir. En réalité, non, c'est une opération de promotion du supermarché, c'est tout. Mais ça veut dire que nos repères de valeur sont très flous. Ça crée des distorsions dans l'esprit des gens, ça crée des problèmes aussi d'appréciation de la valeur de ce que nous ne payons pas, en tout cas pas directement, qui est le service public. Qui d'entre nous sait combien ça coûte d'aller se faire opérer à l'hôpital ? Qui d'entre nous sait vraiment quel est le coût de l'éducation de ses enfants à l'école du quartier ? Et donc, toute cette perturbation autour de la notion de valeur est une difficulté fondamentale dans la transmission économique aujourd'hui et dans la manière dont les gens peuvent se situer dans cet univers. Est-ce qu'il y a des chances que ça s'améliore ? Réponse, non. Est-ce qu'il y a une antidote ? Oui. C'est-à-dire que la manière dont maintenant les théoriciens de la valeur abordent la question, c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas une valeur, il y a une valeur par rapport à un projet. C'est-à-dire que si vous achetez une maison ou une voiture, c'est par rapport à l'usage que vous en avez, par rapport à la perspective que vous vous donnez. Est-ce que cette maison, vous voulez l'acheter pour y vivre quelques années puis la revendre ? Est-ce que vous voulez la léguer à vos enfants ? Donc toute la réflexion sur la valeur aujourd'hui va être de dire il n'y a pas un étalon uniforme et abstrait qui serait la valeur. C'est une convention qu'on peut utiliser dans les transactions, mais en réalité, ce qui va déterminer la valeur, c'est votre projet par rapport au bien, le bien, l'emploi, le service, etc. Et la relation que vous allez établir avec la contrepartie, c'est-à-dire le vendeur, l'employeur, etc. Ce qui m'amène à mon deuxième sujet. Si je dis que la valeur se détermine par rapport à une stratégie, c'est-à-dire à une projection dans l'avenir, encore faudrait-il que nous puissions avoir des stratégies. Alors, c'est devenu assez difficile parce que, il est très commun de dire que le monde autour de nous est assez instable et incertain.
Alors, au-delà du sentiment qu'on peut en avoir, cet aspect-là aussi a été terrorisé, pardon, pas terrorisé, mais vous allez comprendre mon lapsus, il a été théorisé après les attentats du 11 septembre par l'état-major de l'armée américaine sous l'acronyme de VUCA. Alors VUCA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est V pour volatilité, U pour uncertainty, c'est-à-dire incertitude, C pour complexité et A pour ambiguïté. Ce terme de VUCA désigne pour l'armée américaine la manière dont il regarde aujourd'hui l'environnement géostratégique. Il a été repris par les économistes pour décrire l'environnement d'incertitude qui entoure les entreprises lorsqu'elles doivent faire leur stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? Volatilité, ça veut dire que les situations acquises sont beaucoup plus fréquemment et brutalement remises en question que par le passé. Donc les attentats du 11 septembre en étaient le signe évident, mais un trader qui carbonise 5 milliards d'euros en une journée, c'est un autre exemple. Un volcan islandais qui fait éruption et qui arrête le trafic aérien pendant 2 semaines, c'est un autre exemple. Donc ces phénomènes d'instabilité sont devenus plus fréquents. Ça, c'est pour le V de volatilité. L'incertitude, ça veut dire que non seulement la remise en cause des situations acquises est plus fréquente, mais qu'en plus, on ne sait pas ce qui va venir après. Donc vous prenez, je ne sais pas moi, le printemps arabe, enfin les printemps arabes. Donc non seulement c'est un exemple de V, de volatilité, mais c'est aussi un exemple de U, parce que bien malin, qui pourrait faire un scénario sur ce qui viendra après? Vous prenez la crise grecque ou la crise économique actuelle, alors successivement on nous a expliqué que ce serait une crise en V, en W, en L, en U, en racine carrée, c'est-à-dire que la manière dont ça remonterait après la crise prendrait telle ou telle forme. La réalité, c'est que personne n'en sait rien et que de trimestre en trimestre, on réajuste les prévisions. Donc ça veut dire qu'en réalité, on n'en sait rien. Donc ça, c'est pour le U du VUCA. Le C, la complexité, vous pouvez le traduire par interdépendance. C'est-à-dire que dans un monde très interconnecté, et ça nous ramène au numérique, quand vous touchez un paramètre, tout le reste bouge à côté. Donc c'est très difficile de prendre une décision toutes choses égales par ailleurs, comme aiment bien dire les économistes autrefois. Le toutes choses égales par ailleurs, ça n'existe plus. Et enfin, le A, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est-à-dire que c'est devenu assez difficile dans un certain nombre de cas de distinguer le vrai du faux, les amis des ennemis. Vous pouvez penser à tout un tas de situations dans la vie courante. Je ne sais pas, prenez... Voilà, je vais prendre un exemple sportif pour varier les références. Prenez cet athlète Oscar Pistorius. Vous voyez, l'athlète sud-africain qui avait une jambe. Bon, est-ce qu'il devait courir avec les sportifs ordinaires ou avec les handisports, les handicapés? Et d'ailleurs, si, au lieu d'avoir eu toute une lame de carbone à la place du tibia, il avait eu juste, par exemple, un ménisque en carbone, ce qui arrive ou va arriver à beaucoup d'entre nous au fur et à mesure que les opérations... Alors, à partir de combien de grammes de carbone dans le genou vous passez au handisport? Enfin, vous voyez, ambiguïté, c'est que les situations... Vous prenez un thème cher au Collège des Bernardins, l'affiliation. Autrefois, c'était assez clair de savoir qui était notre maman. Aujourd'hui, vous avez la mère d'intention, vous avez la mère biologique qui peut être différente, la mère d'intention qui a voulu avoir un enfant, la mère biologique qui a donné son matériel génétique, éventuellement dans certains pays la mère porteuse qui l'a porté, puis si l'enfant est adopté, vous avez la mère d'adoption qui porte l'éducation. Ça fait quand même déjà 4 là. Donc vous voyez, l'ambiguïté autour des concepts est devenue très importante dans tous les domaines et dans le domaine économique. Donc je reviens à la transmission. Vous êtes une entreprise, ou d'ailleurs vous êtes une personne qui décide de se bâtir une stratégie dans cet environnement de VUCA. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un changement complet de pensée stratégique, c'est-à-dire qu'autrefois, on raisonnait aller du point A au point B. C'est-à-dire, je suis aujourd'hui dans un état A que je peux décrire, et ma stratégie consiste à aller vers l'état B, qui est un état relativement stable, identifié, bien défini. Et donc, les compétences que cela nécessite, bon, c'est de la compétence d'anticipation, de formulation de la stratégie, c'est-à-dire qu'il faut que je sois capable de définir le point B qui est désirable, et ensuite de la compétence tactique, de savoir aller du point A au point B sans créer la révolution dans mon entreprise. Maintenant, les sociologues, par exemple, contrastent le terme changement et le terme mouvement. On n'est plus dans une ère du changement au sens où il y aurait un point A et un point B, on est dans une ère du mouvement, c'est-à-dire du flux constant. Donc, on a cet environnement incertain qui nous amène à constamment rebattre les cartes, à être dans le flux. Il n'y a pas d'état B stable, c'est ça que ça veut dire. Comment on fait une stratégie dans ces cas-là, dans ce contexte, et quelle est en fait la compétence critique? Ça n'est plus la planification stratégique consistant à prévoir l'état B, puisqu'il n'y a plus d'état B.
Et ça n'est plus de savoir comment aller du point A au point B, il n'y a plus de point B. Donc ça va devenir la résilience, l'agilité, c'est-à-dire de savoir naviguer. C'est comme les surfeurs, voilà, ce serait une bonne métaphore de la stratégie en entreprise. Alors ça, par rapport à notre question de transmission, ça dit quoi? C'est qu'est-ce que vous transmettez au corps social d'une entreprise dans un contexte où, en fait, votre stratégie, c'est l'adaptabilité, l'agilité, la résilience. Ce que vous pouvez transmettre, c'est l'identité, c'est-à-dire qu'est-ce que fondamentalement nous sommes. Nous étions hier, nous serons toujours demain, quelles que soient les vicissitudes. Ça veut dire que dans le discours sur l'entreprise, par exemple, au lieu de dire « nous sommes une entreprise qui existe depuis 150 ans et depuis 150 ans, nous avons toujours ta », il faudrait dire « nous existons depuis 150 ans et au cours de ces 150 ans, nous nous sommes réinventés 4 fois. Et voilà comment ». C'est-à-dire le discours de la transmission sur ce qu'est la stratégie deviendrait non pas un discours « voilà le point où nous voulons atterrir », parce qu'en réalité, c'est un pari qui est devenu très difficile à faire, en tout cas à un horizon un tant soit peu significatif. Mais ça serait toute une histoire de comment nous sommes capables de nous transformer. Voilà, ça c'était mon deuxième point. Et je termine par le numérique pour dire à quel point dans la vie des entreprises et dans votre vie économique de tous les jours, ça transforme les choses. Alors je vais prendre quelques exemples, les uns actuels et les autres un tout petit peu futuristes, mais pas tant que ça. Premier exemple, si vous avez déjà acheté un e-book, vous voyez, le genre de truc qui se lit sur un Kindle ou quelque chose comme ça, vous vous êtes peut-être dit, c'est chouette, j'ai mon e-book, donc je vais pouvoir le prêter, peut-être même je pourrais le revendre. La réponse est non. Vous ne pouvez pas le revendre, ça a été tranché par un litige aux États-Unis. En fait, ce que vous avez acheté, sans le savoir, ça n'est pas un livre, c'est un droit de lire ce livre que vous avez numériquement. D'ailleurs, si vous le prêtez, si par hasard vous le téléchargiez, ou comme un fichier de chanson, par exemple, un des plaisirs d'avoir un livre, c'est quand même de le prêter à ses amis, voire de le donner à ses amis. Ça, c'est impossible pour un fichier MP3. Très franchement, là, vous avez complètement violé la licence de téléchargement. Donc, vous voyez, la notion de propriété a changé, puisque j'ai un truc que j'ai quand même payé, je l'ai acheté, et je ne peux pas le donner. Et c'est tout juste si je peux le prêter, parce que ce sera téléchargé une deuxième fois, et donc c'est pas trop sûr. Maintenant, ça, c'est pour la propriété. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer la question de la responsabilité, pour prendre un autre concept vraiment fondamental. Vous savez que maintenant qu'on travaille sur les véhicules autonomes, c'est-à-dire des voitures qui se conduisent toutes seules. En réalité, elles ne se conduisent pas toutes seules, elles se conduisent par des capteurs, des radars, un satellite qui les guide, etc. C'est pas de la science-fiction, ça existe. C'est la Google Car aux États-Unis, mais BMW a son propre modèle. Ça a déjà roulé. La BMW est allée de Rome à Shanghai, donc c'est quand même une certaine distance, sans aucun problème. La Google Car est autorisée dans 3 États américains. Et en fait, ce qui pose problème, ça n'est pas la technique, parce que ça, on sait bien le faire, c'est la question de la responsabilité. Parce que mettez-vous dans la situation, vous êtes dans votre Google Car. Vous ne conduisez pas puisqu'elles se conduisent toutes seules, mais enfin, vous êtes là. La voiture écrase un piéton. Qui est responsable? Alors, est-ce que c'est vous parce que c'est votre voiture ou parce que, de toute façon, vous étiez dedans? Est-ce que c'est l'opérateur des satellites qui n'avait pas bien fait le positionnement GPS, donc finalement, à 1 mètre près, vous n'étiez pas au bon endroit? Est-ce que c'est l'algorithme de Google qui avait mal calculé la distance? Est-ce que c'est le garagiste qui a mal entretenu les capteurs? Enfin, la responsabilité devient beaucoup plus diffuse. De même qu'on le voit dans tous les scandales que vous avez pu voir, la fragmentation des chaînes de valeur, voilà, les hamburgers au cheval au lieu d'être au bœuf. Il y a un certain nombre de phénomènes, beaucoup liés au numérique, d'autres liés à la fragmentation des chaînes de valeur, qui font que la responsabilité devient très compliquée. Et je terminerai par un dernier point sur la liberté, parce qu'on s'appelle droit, liberté, foi. Alors je me suis dit quand même. Je crois que la notion qu'on a de la liberté va fondamentalement évoluer. Alors ça a un impact économique, mais pas seulement. Pourquoi ça va évoluer? Parce qu'en fait, on est passé d'une époque où notre liberté était, limitée par des interdits ou des obligations morales. Mais aujourd'hui, elle est plutôt limitée par la conformité à des procédures. Alors, comment on peut le voir? D'abord, sur le numérique, ce dit-on, il faut que nous nous rendions compte, c'est que nous vivons dans un univers complètement truffé d'algorithmes. Par exemple, en sortant d'ici, vous allez aller sur le boulevard Saint-Germain. La durée que vous allez attendre devant le feu rouge est calculée par un algorithme. Vous rentrerez chez vous, vous aurez peut-être reçu des publicités de votre commerçant préféré qui vous aura envoyé son catalogue de vente par correspondance avec une réduction.
le taux de réduction qui vous a envoyé est aussi dicté par un algorithme de votre comportement d'achat précédent. La valeur de votre propriété, la valeur des actifs en général, avec le trading algorithmique, c'est-à-dire les ordinateurs haute fréquence qui font plus de la moitié des transactions boursières, la valeur de ce que vous possédez est largement dictée par des algorithmes. Donc les algorithmes sont absolument partout. Ils vont l'être de plus en plus, mais la différence qu'il va y avoir, c'est que quand vous allez coupler les algorithmes avec l'Internet des objets et l'automatisation, vous ne pourrez plus passer outre. C'est-à-dire que tout à l'heure, sur le boulevard Saint-Germain, si vous trouvez que le feu rouge est trop long, bon, vous ne le direz pas aux personnes autorisées, mais enfin, peut-être vous passerez au rouge. À l'avenir, ça ne sera plus possible parce que votre voiture sera équipée d'un capteur qui lui-même sera relié au feu rouge. Et si le feu est rouge, la voiture ne démarrera pas. Vous ne pourrez plus brûler un feu rouge. De même, vous ne pourrez plus démarrer sans avoir bouclé votre ceinture. Actuellement, ça vous siffle dans les oreilles, mais enfin, si vous avez une audition un peu, vous pouvez quand même démarrer. Ça sera plus possible. Ou bien sur l'autoroute, vous ne pourrez pas excéder la limite de vitesse parce que même chose, votre voiture sera limitée par des capteurs, enfin elle sera en connexion avec la capteur de bord. Donc ce qu'on appelle la liberté qu'on aura demain sera très différente. En fait, sera de la liberté bordée par les algorithmes et les automates qui vont peupler nos vies, et puis encadrée par probablement tout un tas d'inductions de comportement qu'on voit déjà venir aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous voulez être remboursé pleinement par la sécurité sociale, il faut être passé par votre médecin référent. Ça, c'est en France. Aux États-Unis, dans certains États, si vous voulez être remboursé par le Medicare, il faut pouvoir attester d'une certaine hygiène de vie, que vous faites de la gymnastique, que vous ne mangez pas ceci, cela. En Angleterre, je vais un cran plus loin à chaque fois, pour avoir accès à telle ou telle opération, une opération un peu lourde, par exemple, je ne sais pas, une greffe du poumon, il faut que vous ayez cessé de fumer, parce que sinon, on ne va pas vous greffer un poumon, parce qu'on mesure en Quality Adjusted Life Years. Donc la collectivité ne va pas investir sur vous si vous ne faites pas votre part de l'effort. Donc je pense que notre liberté va être un concept très très différent à l'avenir de ce qu'il a été par le passé, moins encadré par la morale, beaucoup plus encadré par le numérique, les algorithmes, etc., et puis par les nécessités de la vie en commun et du poids que chacun d'entre nous fait peser sur les ressources collectives. Donc voilà, je ne sais pas si cet univers est désirable ou non, mais ça va changer nos comportements et ça va changer la vie économique absolument dramatiquement. Dès aujourd'hui, ceux d'entre vous qui travaillent en entreprise ont sans doute pu mesurer la taille prise par le service conformité, justement. Voilà. Bien, merci. Monsieur Rognier. Je voudrais revenir un instant sur l'entreprise. Vous avez souligné notamment le cadre difficile dans lequel elle est. Je voudrais d'abord un mot sur l'entreprise et ensuite peut-être reprendre ce que vous avez dit sur l'environnement actuel de l'entreprise et les contraintes auxquelles elle est soumise. Alors je crois qu'il faut rappeler quand même qu'une entreprise, et pour moi c'est vraiment fondamental, c'est bien sûr une communauté de personnes qui est vouée à la production et à la vente de services ou de biens, mais c'est aussi avant tout une communauté qui a un objet économique, et cet objet économique, c'est celui de délivrer une performance. Et cette performance, elle est déterminée en relation avec le capital qui lui a été confié par ses actionnaires ou par ses prêteurs. Et un peu comme la performance d'un paysan sera mesurée si on rapporte sa production à la surface du champ qu'il a travaillé. La meilleure illustration de ce souci de performance, on la trouve aussi dans l'Évangile avec la parabole des talents que nous connaissons tous. Alors, je ne voudrais pas faire un sacrilège en la travestissant un petit peu, mais lorsque celui qui a reçu 5 € doit en rapporter 5 autres, ou celui qui en a reçu 2 doit en rapporter 2 autres, il a reçu un capital et il avait un objectif de performance à atteindre. Et je crois que cette parabole en elle-même légitime bien ce souci de performance. Et je voudrais donc à cet égard bien dire que toute personne qui croit que sa priorité dans l'entreprise est avant tout l'exercice des vertus les plus admirables se trompe complètement d'objet. Il est à l'envers, c'est-à-dire que l'objet de l'entreprise est bien de délivrer une performance et de la délivrer, bien sûr, en le faisant autant que possible le mieux possible et dans le respect des valeurs dont on parlera dans un instant. Alors ça, je crois que c'est absolument important
de ne jamais l'oublier, parce qu'on a un petit peu tendance à faire un peu d'angélisme autour des entreprises. Une entreprise doit délivrer une performance économique. Alors, quid dans l'environnement actuel? Alors, un premier point que vous avez évoqué est le poids du marché financier. Il est clair qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises sont soit sous le contrôle des marchés financiers, des actionnaires, soit peut-être d'institutions de capital risque ou autres, qui ont donc directement un poids sur l'entreprise et attendent d'elle cette fameuse performance. Et la question qui se pose donc, c'est quel est le niveau de performance qui doit être atteint, qui peut être atteint ou qui ne devrait pas être atteint par une entreprise. Et si je reprends la parabole des talents, et vous avez parlé du temps, et je crois que c'est fondamental, et je vais revenir sur le temps, il est clair que celui qui avait 2 talents, qui en a ramené 2 supplémentaires, s'il a mis 5 ans pour ça, il a fait 15% de rendement, ce qui est un rendement tout à fait flatteur que j'aurais beaucoup aimé pouvoir produire dans l'entreprise que j'ai dirigée sans jamais y arriver. Et si au contraire il a mis 10 ans, son rendement est devenu de 7%. Donc il y a une première question qui est vraiment posée par les marchés financiers aujourd'hui, qui a provoqué d'ailleurs une partie des crises que nous avons connues, c'est oui, l'entreprise va donner une performance, mais quel est le niveau de performance raisonnable? Quel est celui au-delà duquel on sort du raisonnable et on fait des bêtises? Je voudrais aussi souligner, et l'économie numérique y contribue fortement, que le chef d'entreprise aujourd'hui qui est présent sur le marché, dont l'entreprise est présente sur le marché financier, est quelqu'un qui tous les trimestres se demande s'il va être euthanasié ou suicidé, dans la mesure où peut-être que son résultat du trimestre sera 3% ou 4% moins bon, ou peut-être meilleur, c'est pareil, il n'était pas là où il avait dit, que celui qu'il avait annoncé au début du trimestre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la pression du marché financier, à la fois dans l'exigence de performance et deuxièmement dans la brièveté de la période de mesure de la performance, devient extrêmement prégnante. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui me paraît, quant à moi, durable. On a parlé, vous avez longuement parlé, je n'y reviendrai pas, du manque de visibilité et notamment des horizons stratégiques qu'on n'ose plus appeler justement, appeler d'horizons de mouvement. Et là, c'est ici également une pression sur l'entreprise qui est extrêmement forte, la difficulté à la fois de prendre des décisions qui engagent le long terme. Dans une industrie lourde comme le pneumatique, un investissement se rentabilise sur plus de 10 ans, et en même temps de se dire qu'il faut être agile, mais une fois qu'on a lancé l'investissement, il est là, la machine est installée, l'usine est créée, et l'agilité peut difficilement se résumer à la fermer, à mettre tout le monde dehors, avant même de l'avoir démarré. Donc c'est vraiment, on est aussi dans un environnement avec des concurrences très différentes. On insiste beaucoup sur les différences de coûts salariaux entre des pays émergents, la Chine aujourd'hui, l'Éthiopie demain et notre Occident. Mais les écarts de compétitivité vont bien au-delà de ce simple écart de coût. C'est beaucoup plus le fait que d'un côté, on a des vieilles usines européennes et de l'autre, des usines toutes neuves, construites à partir de rien, qu'on a d'un côté un personnel totalement flexible dans ces nouveaux pays et au contraire des rigidités que tout le monde connaît dans nos pays à nous. Et puis il y a une autre caractéristique aussi de cet environnement dans lequel nous travaillons, qui est la tendance à la marchandisation. Je crois avoir entendu un petit peu évoquer tout à l'heure. Il y a un rêve aujourd'hui qu'un certain nombre d'économistes ont, de chefs d'entreprise ont, c'est que les abeilles finissent de mourir. Parce que ce jour-là, le marché de la pollinisation sera enfin ouvert et valorisable. Et donc cette tendance en permanence de marchandisation, elle est très réelle et on la voit sur l'eau, on la verra sur l'air demain, on la voit sur les semences. Donc voilà une autre contrainte auquel l'entreprise aujourd'hui. Et puis enfin, ce que j'appellerais moi les nouvelles forces de prescription, qui ne sont pas forcément celles qui vous disent le juste. Et vous avez bien souligné en particulier la force de prescription des comptables et des normes comptables qui viennent s'imposer à vous, qui viennent vous dire ce qui est conforme, ce qui ne veut pas dire que ça veut dire que ce soit juste, ou bien, ou vrai, mais c'est conforme. Toutes ces formes de prescription nouvelles, les avocats, si je puis me permettre, les comptables, les auditeurs, les régulateurs innombrables, on a parlé de l'IFRS, on pourrait parler aujourd'hui de la soft law aussi, qui commence à prendre de l'ampleur, c'est-à-dire la loi douce. Vous voyez, rien que le terme fait un petit peu frémir. Et toute cette question, donc dans cet environnement-là que je voulais rappeler, sur lequel il ne faut pas se tromper, la performance économique, elle est nécessaire. Il n'y a pas d'entreprise sans rentabilité du capital investi. Et en même temps,
les nouvelles contraintes que j'ai essayé de résumer, auxquelles il faudrait ajouter la contrainte du numérique avec tout ce que ça signifie, est-ce qu'il y a encore place dans l'entreprise? Parce que c'est bien joli de vouloir transmettre, mais que va-t-on pouvoir transmettre? Est-ce qu'on peut encore considérer qu'il y a des valeurs comme le respect, la liberté, la fraternité, la vertu, si j'ose employer ce terme, sont encore transmissibles dans l'entreprise, ou bien au contraire, on doit... Est-ce que vous avez senti qu'à travers ce que je vous ai dit, il y a une tendance possible qui est celui de la soumission au marché, de la soumission à ses clients, une tendance aussi de la séduction qui a été un petit peu évoquée avec l'immatériel, avec la séduction des marques, de me livrer et d'assurer l'avenir de mon entreprise en d'un côté se soumettant au marché des produits ou des services que je vends, en agissant autant que possible par la séduction de ma marque pour essayer d'attirer éventuellement des produits et des services qui ne sont pas utiles mais qui séduisent, ou au contraire, y a-t-il encore place pour quelque chose à transmettre d'autre que la séduction et la soumission? C'est bien la question. Et si la réponse était non, eh bien, je pense que c'est Nietzsche qui avait raison. Et l'embêtant, c'est qu'il avait dit que le nihilisme durerait 2 siècles et qu'il y a à peine plus d'un siècle qu'il nous a quittés. Donc, on en aura encore pour un certain temps. Alors, les réponses... Mais il faut quand même considérer qu'il y a de bonnes réponses. La première, on les trouve dans les penseurs. Il y a, dans les entreprises, on aime beaucoup un certain général chinois, 3 siècles avant Jésus-Christ, qui a donné des tas de bons principes de management, y compris qu'un général qui n'est pas juste ne peut pas entraîner ses soldats. Donc voilà un exemple un peu fort qui est lointain, donc j'en prendrai un plus proche. Il n'est pas là ce soir, donc je peux le faire volontiers sans avoir l'air de le flatter. Dans son livre « Quelle société voulons-nous » Monseigneur 23 écrivait « Il n'y a aucun domaine d'activité humaine qui échappe à la responsabilité morale. » Mais peut-être plus important encore, il dit « Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette obligation de moralité n'est pas un luxe en des périodes calmes et prospères. Elle ne conduit pas ceux qui l'assument à l'inefficacité économique et sociale. » Je reviens, c'est important, l'inefficacité économique et sociale, ce n'est pas le sujet dans une entreprise. Le sujet, c'est l'efficacité, et il le rappelle fort bien. Elle est la condition préalable pour que l'activité humaine ne soit pas un simple effet incontrôlé et incontrôlable des mécanismes économiques, mais bien souvent, l'intérêt bien compris conduit à prendre en compte cette dimension éthique de l'intérêt social. Alors, je pourrais citer des exemples où on trouve assez bien une bonne illustration de cela. Si je considère ce que j'ai pu voir dans des usines, il est certain que lorsqu'on travaille sur la sécurité du travail, et on a eu beaucoup à faire dans l'entreprise que j'ai dirigée, sur l'ergonomie, sur des méthodes d'organisation du travail qui font plus appel au sens des responsabilités de chacun, on s'aperçoit effectivement que la productivité, même l'efficacité économique, elle-même se trouve enrichie. Donc voilà un élément positif. Il y a un second élément positif, c'est quand on lit la littérature aujourd'hui des consultants, et vous savez que les consultants sont importants, et que par les propositions qu'il faut aux entreprises de leurs services, ils donnent quand même un petit peu une espèce de réponse aux inquiétudes des entreprises. Et je le disais encore ce matin en partant, il faut sortir de la vieille opposition entre qualité de vie au travail et performance économique. Donc vous voyez qu'on esquisse quand même l'espoir de pouvoir combiner les deux, même dans un environnement aussi exigeant et aussi parfois dénué de risque de morale que celui que je vous ai décrit il y a un instant. Alors la réponse, effectivement, et là, Madame, vous l'avez donnée, je crois qu'il faut que l'entreprise affirme clairement ce qu'elle est. Et ça, je crois que c'est fondamental. Et c'est fondamental en particulier pour un point qui je crois, est clé, c'est que c'est la condition de la confiance. Et effectivement, il n'y a pas de transmission possible, il n'y a pas même d'efficacité possible dans l'entreprise sans la confiance. La confiance du dirigeant, d'abord, qui a confiance en lui. Je crois que c'est la première des qualités qu'on doit attendre d'un dirigeant, parce que s'il n'a pas confiance en lui, il fera régner la terreur autour de lui. La confiance qu'il doit avoir dans ses collaborateurs et la confiance que ses collaborateurs doivent avoir en lui. Et là aussi, on a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est que les consultants, toujours, font des tas d'études et viennent nous dire que le manque de confiance dans l'entreprise fait perdre entre 20 et 40% de son efficacité. Je ne sais pas comment ils l'ont mesuré, mais ils le disent. Ce matin, j'en lisais un autre, c'est encore mieux. Il disait que le coût caché
liées au manque de confiance dans l'entreprise, c'est par personne employée de 15 à 60 000 euros par an. On est 110 000 chez Michelin. J'ai fait un calcul rapide en espérant qu'on était quand même un petit peu confiants dans les uns dans les autres, mais peut-être qu'on a effectivement quelques sommes à rattraper. Et pourquoi ? Tout simplement parce que dans la confiance, il y a cette dimension relationnelle, dimension émotionnelle, et je crois qu'on revient justement à des valeurs qui font la place de la personne, la reconnaissance de l'autre, le respect et la compréhension de ce qui nous relie les uns aux autres. Alors cette confiance, sur laquelle vraiment, je crois que c'est vraiment la clé que nous devons conserver, puisqu'encore une fois, c'est elle qui va nous relier aux valeurs qui nous permettront de subsister. Ne nous leurrons pas, je vous ai dit tout à l'heure que l'entreprise était sous une pression extérieure qui comprend y compris le manque de visibilité, comme vous l'avez rappelé. Il y a aussi d'autres obstacles à la confiance à l'intérieur. On en parle peu parce qu'on ne connaît pas toujours très bien l'intérieur d'une entreprise. Mais une entreprise, aujourd'hui, on essaye de tout standardiser. Alors quand vous standardisez, quelle est la confiance que je vous fais, puisque je vous dis vous devez faire ça, comme ça, comme ça et comme ça, et je vous laisse aucune liberté de choix, et pourtant, de la standardisation nous conduit à la conformité dont on a parlé. Les processus, on découpe les tâches, les tâches notamment administratives ou commerciales ou autres, en des éléments, des segments interactifs les uns entre les autres qui peuvent être confiés à des personnes, et donc on arrive à une espèce de conformisme général. Ceux d'entre nous, ce soir, qui sont dans une entreprise, ont tous entendu parler des KPI, les Key Performance Indicators, que certains décrivent en disant que ce sont des indicateurs totalement désincarnés de la performance de votre service. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas une personne dans l'entreprise qui, dès le lendemain de son arrivée dans l'entreprise, ne soit pas bardée d'une batterie de KPI qui vont lui indiquer ce sur quoi, d'une manière précise et quantitative, il sera mesuré. Et puis je voudrais dire, puisque nous sommes dans un monde de juristes et d'avocats, que lorsqu'on parle de confiance, il y a un autre petit adversaire dans l'entreprise, je l'appellerais la délation institutionnalisée. La délation institutionnalisée, c'est une invention des juristes, je dirais plutôt anglo-saxons quand même, qui consiste à encourager la délation pour mieux identifier les fautes et se protéger des risques. Alors il y a des exemples, bien sûr tout le monde connaît le droit de la concurrence européen, qui conduit parfois les avocats à faire des courses dans les couloirs de Bruxelles pour être le premier à dénoncer les autres, puisque le premier échappera à la sanction. Donc il faut vraiment courir. Mais ce qu'on sait moins, que l'influence anglo-saxonne impose maintenant dans les entreprises des hotlines qui permettent d'une manière anonyme de dénoncer ses camarades, ses collègues, son patron, ses collaborateurs, dès lors qu'on a le sentiment qu'il a commis quelque chose de répréhensible. Et malheur à l'entreprise qui ne met pas en place ce système de délation, car si elle est aux États-Unis et que par manque de délation un délit a été commis, il lui sera reproché de ne pas avoir mis en place ce système de délation, et elle sera donc lourdement condamnée à des dommages et intérêts au profit de la femme qui, par exemple, aura subi les avances d'un de ses collaborateurs. Donc voilà quelques exemples de la difficulté de maintenir la confiance et donc cette valeur qui est faite cette relation faite de reconnaissance entre les personnes. Et pourtant, je crois qu'on peut, à condition de se donner les moyens, d'une part parce que je crois profondément, effectivement, qu'il y a l'engagement des personnes, la qualité de l'action dans l'entreprise va beaucoup dépendre du bien-être dans l'entreprise, de la confiance qui est faite et de la confiance qui est reçue et qui est donnée. Et donc, il faut simplement que les entreprises se donnent le mal de bien vouloir décliner ces valeurs. Les décliner, c'est une chose. Les faire respecter, c'est une autre. Et le meilleur moyen pour que cette transmission de ces valeurs soit faite, c'est l'exemplarité. L'exemplarité qui doit venir d'abord du chef d'entreprise, mais qui doit se décliner dans toute l'entreprise. Et quand on cherche quelle exemplarité, comment la résumer en quelques mots, eh bien, on peut aller chercher sur Wikipédia et le numérique. Et je l'ai fait avant de venir. Et finalement, je suis tombé sur les 4 vertus cardinales qu'on nous a enseignées au catéchisme, en découvrant simplement qu'en réalité, c'était Platon, semble-t-il, enfin d'après Wikipédia, qui a été le premier à les mettre en valeur, c'est-à-dire la prudence, la tempérance, c'est-à-dire la mesure, la justice et la force.
Alors, la force qui est le courage, hein, pour être tout à fait clair dans notre langage d'aujourd'hui. Alors, que dire d'autre? Je voudrais quand même, après avoir beaucoup insisté sur la confiance, n'oublions pas quand même que la confiance ne doit pas nous conduire à la naïveté et à la candeur. La tendance du mal est au cœur de chacun d'entre nous, et j'aurais envie de dire que plus nous sommes haut placés, plus le risque d'être entraîné, plus le risque est grand. Et à cet égard, je ne veux pas exagérer, mais il y a un psaume qui dit « Ne placez pas votre confiance dans les princes ». Les princes et les chefs d'entreprise aujourd'hui. Alors je pense que ce psaume est peut-être un petit peu, c'est le psaume 146, est peut-être un petit peu excessif, mais je crois néanmoins que fondamentalement, nous ne devons pas, dans la manière dont nous concevons l'entreprise, d'une part, sombrer dans l'angélisme et croire que tout est bon, tout est gentil, et je l'ai trop souvent entendu autour de moi, ne jamais oublier que l'exigence de performance, mais garder confiance, puisqu'il y a vraiment, dès lors qu'on met en œuvre un certain nombre de vertus qui entretiennent la confiance dans l'entreprise, dès lors qu'on n'oublie pas que la nature humaine peut quand même être ouverte au mal et qu'il faut parfois se méfier un petit peu, il y a quand même probablement un bel avenir pour qu'un certain nombre de nos valeurs se transmettent, quel que soit le contexte et l'environnement dans lequel nous sommes. Voilà les quelques mots que je voulais dire à partir d'une expérience personnelle. Que sommes-nous si ce n'est ce que nous avons reçu nous-mêmes? D'abord la vie, ce que nos parents nous ont donné, ce que l'histoire nous a façonné, ce que nos professeurs et nos éducateurs ont tenté de nous faire recevoir. Qui sommes-nous si ce n'est ce que nous avons essayé de donner, de partager, sans vouloir garder pour nous ce que nous avons découvert, car ce que nous gardons pour nous, c'est ce qui nous fait mourir, en croyant garder pour nous ce qui nous fait vivre. La transmission, c'est accepter de faire le deuil de ce que nous avons reçu, mais c'est accepter d'avoir une dette envers ceux qui nous donnent et envers ceux dont nous avons reçu telle ou telle chose. Au cours de ces séances, nous pouvons osciller entre deux regards, soit la crise de la transmission, en parlant d'un certain nombre de ruptures. Oui, nous vivons un monde étonnant aujourd'hui. Étonnant, et si je peux me permettre de dire mon point de vue personnel, enthousiasmant, parce que nous vivons dans un monde de rupture extraordinaire. Certes, j'entends bien que beaucoup parlent de la génération des jeunes comme une génération orpheline, sans testament, à qui une génération a refusé de donner à la génération naissante. Mais c'est une vraie question pour la génération qui sont ainsi accusés de ne pas avoir voulu transmettre ou de ne rien avoir transmis. Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas voulu donner? Et je peux le dire tranquillement, que je fais partie de cette génération qui est accusée de ne pas avoir donné à la génération plus jeune. Mais je crois que c'est une argumentation fausse. Les ruptures que nous vivons sont des ruptures d'abord du passage d'une culture à une autre. Je ne vous transporterai pas, même si les télétransmissions dans le temps maintenant sont si faciles grâce au numérique. Je ne vous transmettrai pas ce qui se passait en 1914, mais nous repérons bien quand même que la rupture de générations entières qui vivaient dans le monde rural est maintenant, dans cette rupture, des générations qui sont issues et qui vivent dans la ville. Nous voyons bien la rupture d'hommes et de femmes pour qui l'horizon était celle du canton. La rupture, c'est que maintenant, nous vivons au niveau du monde. Nous voyons bien que la rupture d'un monde culturel homogène à un monde totalement pluriculturel, à un monde qui, en France, était dite une société, vous me permettrez de mettre tous les guillemets, mais que certains pensaient comme étant une société catholique.
donc je mets beaucoup de guillemets à cette histoire-là, mais enfin, il faut les mettre, je pense, à une société plurireligieuse, avec la question du dialogue interreligieux. Donc nous voyons bien qu'il y a une série de ruptures. Et je pense que lorsque nous parlons de la crise de la transmission, nous ne parlons pas de crise de transmission, nous parlons de rupture de manière de vivre. Et la question du numérique montre bien que nous sommes dans une période de rupture. Et cette période de rupture, elle nous pose à la fois des paradoxes et elle nous pose des critères d'interprétation. Le premier paradoxe, il m'a semblé, dans ce que j'ai pu entendre, c'est le paradoxe de l'individualisme montant. On a parlé d'une culture qui n'était pas narcissique, mais de personnes de plus en plus narcissiques. On a parlé la semaine dernière, en reprenant ce qui avait été l'objet d'un surf publicitaire, je le vaux bien, et donc j'ai le droit à ça. Et reprenant le droit revendicatif pour soi comme étant une interprétation ou une illustration de ce narcissisme grandissant. Mais en même temps, ce n'est pas ce narcissisme grandissant ou cet individualisme montant qui ne va pas être en dialogue avec le paradoxe que ces mêmes personnes sont les personnes les plus généreuses qu'on puisse rencontrer, que c'est une génération qui est prête à s'engager dans des actions de gratuité et de service des autres d'une façon étonnante, et qu'il y a une vraie expérience de solidarité au niveau de la planète dans ce qu'ils peuvent dire. Et donc il y a bien un paradoxe entre ce que l'on est capable de dire dans nos peurs devant les ruptures auxquelles nous sommes confrontés, et en même temps les espérances que nous pouvons voir surgir si nous prenons ces ruptures, non pas comme le début de la naissance d'une génération orpheline qui aurait refusé ou qui n'aurait pas reçu la transmission, mais si nous voyons ces ruptures comme des ponts pour construire un monde nouveau et un monde meilleur, pour construire un monde meilleur en recevant ce que les générations de cultures, de religions, de mondes ou d'univers différents auront su transmettre au cœur même des générations et des cultures présentes. Ce n'est pas rien que ceux qui obtiennent 1000 sur 1000 puissent être à la fois de l'Indonésie, de l'Europe ou du continent américain. Ça montre bien que ces ruptures peuvent aussi être des ponts d'avenir qui ne nient pas la transmission, mais qui reçoivent la transmission dans un monde différent et dans un univers différent, difficile à saisir pour les générations qui n'en sont pas issues, mais qui donne aux générations qui sont nées dedans de pouvoir le comprendre d'une façon nouvelle. Qu'est-ce que cela demande alors pour passer d'une crise de la transmission en une confiance en ce monde qui se construit? Cela demande que nous croyions en l'avenir. Croire en l'avenir, c'est savoir ce que nous voulons construire. Il ne s'agit pas de transmettre comme on transmet un objet de musée, il s'agit de transmettre un idéal pour le monde d'aujourd'hui et de demain, à T+1, que le capital du meilleur du monde puisse être en croissance. C'est peut-être le meilleur placement qu'on puisse faire d'ailleurs, parce que si le monde à T+1 n'est pas meilleur que le monde à T, eh bien, à T temps présent, je pense qu'effectivement, ça serait le pire des placements, y compris pour les entreprises. Croire en l'avenir, c'est savoir ce que je veux donner, ce que je veux construire, ce que je veux faire advenir pour le monde de demain. C'est croire en la génération qui nous suit, avoir confiance en elle. Une société qui laisse un pourcentage important de ces jeunes au chômage ou à des stages sous-rémunérés successifs
est une génération qui a refusé de transmettre, qui ne croit pas en l'avenir. C'est une génération qui ne désire pas transmettre une foi en un monde pour demain. Et donc la vraie question, elle est là. Ce n'est pas une crise de la transmission, c'est une crise peut-être de foi en l'avenir et dans le monde que je veux construire. Le deuxième élément qui a été bien souligné par M. Michel Rollier, c'est la confiance. Faire confiance, être digne de la confiance, recevoir la confiance. Il arrive parfois, parce que nous les vieux, parce que je considère qu'à mon âge, j'ai déjà un certain âge, donc je me considère de cette catégorie-là, puisque j'ai l'âge où on pourrait être grand-père quand même maintenant. Donc ceux qui sont de la même génération que moi sont grands-pères, donc il ne faut pas jouer au jeunisme. Quelquefois, on se pose la question devant les jeunes, mais ça joue aussi beaucoup sur la question de la transmission, en disant ils ne s'engagent pas. Mais comment peut-on s'engager si on n'a pas reçu la confiance au long des années? Seule la confiance donne la capacité d'engagement. Seul le fait d'être aimé donne la capacité de vouloir le bonheur. Seul le pardon donne la possibilité de l'aventure et d'oser l'échec parce qu'on veut la réussite. Croire en l'avenir, croire en la confiance, peut-être définir un socle commun de l'anthropologie de l'homme que nous voulons dans nos sociétés. Cependant, je ne suis pas dupe, je sais bien que nous avons vécu et que nous vivons actuellement des ruptures de transmission dans ce socle commun qui donnait à une société d'être unie. Cette rupture de socle commun peut effectivement, là encore, être prise comme une remise en cause de la transmission. Il me semble qu'elle demande que nous allions plus profondément dans la question de la transmission, c'est-à-dire la transmission de la liberté. Comment je construis l'autre comme un être libre? Comment je permets à l'autre d'être vraiment lui-même? Comment la liberté ne se définit pas au niveau du libre arbitre, mais se définit au niveau de la liberté véritable qui se trouve dans l'harmonie entre l'autonomie, la communion et la relation de don et de respect mutuel, ce que dans la religion catholique nous appellerions l'amour. Vouloir la liberté pour l'autre, c'est oser la transmission, quelles que soient les ruptures, quelles que soient les modalités qui ont changé, quel que soit le monde qui s'est transformé. Et le dernier point que je soulignerai, c'est la question de la gratuité. Internet, puisqu'on ne peut pas voler, doit être un lieu de gratuité étonnant, même si quelques-uns essayent que sur Internet, tous finissent par se payer, y compris les informations, parce qu'il faut bien que tout ça soit rentable. Mais il me semble que dans ce que disait le pape Benoît XVI, lorsqu'il parlait de la gratuité dans notre monde, il y a un enjeu capital pour sortir d'une crise de la transmission, ou en tous les cas pour permettre à la transmission de se faire, c'est que la gratuité soit à sa juste place dans notre société. Une vraie gratuité, car je crois qu'il n'y a pas de relation entre les hommes sans gratuité. Il n'y a pas de relation à l'intérieur d'une entreprise. Il n'y a pas de management réussi sans gratuité dans la relation entre les personnes. Il faut revenir à un sens de la gratuité si nous voulons continuer et vivre au cœur même des ruptures culturelles et de modalités de vie, si nous voulons revenir à une véritable transmission. La gratuité est peut-être comme l'âme de la relation entre les hommes, et c'est cette gratuité qui nous donnera d'augmenter d'une façon exponentielle
le capital de bonheur et le capital de vie ensemble, non seulement à l'échelle de notre société, mais à l'échelle du monde. Merci beaucoup.